Bonjour à toutes et à tous, voici les news du mois de mai. Voici les comètes découvertes ce mois-ci. Euh, Beaucoup de comètes à longue période ou à pas de période du tout. Les astronomes trouvent des bandes de nuages pareilles à Jupiter sur la naine brune la plus proche. Les naines brunes, souvent appelées étoiles ratées, pèsent jusqu'à 80 fois plus que Jupiter, mais leur gravité les compacte à environ la taille de Jupiter en diamètre. Et comme Jupiter, les naines brunes peuvent avoir des nuages et des conditions météorologiques. Les astronomes ont trouvé des preuves que la naine brune connue la plus proche, Luhmann 16A, a des bandes de nuages semblables à Jupiter. En revanche, sa naine brune compagne, Luhmann 16B, montre des signes de nuages éparses. Un astronome de l'ESO découvre le trou noir le plus proche de la Terre. Une équipe d'astronomes de l'Observatoire européen austral et d'autres instituts a découvert l'existence d'un trou noir distant de 1000 années-lumière seulement de la Terre. Ce trou noir est le plus proche du système solaire détecté à ce jour et compose un système triple visible à l'œil nu. Grâce au télescope MPG ESO de 2,2 mètres installé à l'Observatoire de La Silla au Chili, l'équipe a pu suivre les mouvements de ces deux étoiles compagnons et déduire l'existence de cet objet invisible. Au dire des astronomes, ce système pourrait bien n'être que la partie immergée de l'iceberg. De nombreux trous noirs similaires pourraient être découverts dans un avenir proche. Télescopes et engins spatiaux unissent leurs forces pour sonder profondément l'atmosphère de Jupiter. Hubble et Gemini regardent de loin, capturant des vues globales à haute résolution de Jupiter, qui sont essentielles pour interpréter les observations rapprochées de Juno sur la planète. Avec des nuages orange qui s'élèvent à 65 000 km de hauteur et s'étendent sur la moitié de la largeur d'un continent, des vents de la force d'un ouragan dans d'énormes tempêtes qui font rage depuis des siècles, et des éclairs 3 fois plus puissants que les super-éclairs les plus puissants de la Terre. Jupiter, la reine des planètes, s'est révélée un homonyme plus que digne du dieu romain suprême du ciel et du tonnerre. Malgré plus de 400 ans d'observations scientifiques, de nombreux détails de l'atmosphère turbulente et en constante évolution de la géante gazeuse sont restés insaisissables. Maintenant, grâce au travail d'équipe du télescope Hubble, de l'observatoire Gemini et de la sonde Juno, les scientifiques sont en mesure de sonder profondément dans les systèmes orageux, d'étudier les sources d'éclairs et de cartographier les tourbillons cycloniques et de découvrir la nature des caractéristiques énigmatiques de la grande tache rouge. Cette collaboration unique permet aux chercheurs de surveiller la météo de Jupiter et d'estimer la quantité d'eau dans l'atmosphère, fournissant un aperçu de la façon dont Jupiter fonctionne aujourd'hui, ainsi que de la façon dont elle et les autres planètes de notre système solaire se sont formées il y a plus de 4,5 milliards d'années. Le télescope de l'ESO observe les signes de la naissance d'une planète. Les observations réalisées par le VLT ont mis en évidence les signes révélateurs d'un système planétaire en formation. Autour de la jeune étoile AB Auriga se trouve un disque dense de poussière et de gaz, dans lesquels les astronomes ont repéré une structure en spirale proéminente avec une torsion qui marque le site où une planète pourrait se former. Cette structure observée pourrait être la première preuve directe de la naissance d'une planète. Des milliers d'exoplanètes ont été identifiées jusqu'à présent, mais on sait peu de choses sur leur formation, explique Anthony Boccaletti de l'Observatoire de Paris. Les astronomes savent que les planètes naissent dans des disques de poussière entourant les jeunes étoiles comme AB Auriga,
lorsque le gaz froid et la poussière s'agglutinent. Les nouvelles observations faites avec le VLT fournissent des indices cruciaux pour aider les scientifiques à mieux comprendre ce processus. Les nouvelles images montrent une étonnante spirale de poussière et de gaz autour d'Ab Auriga, située à 520 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cocher. Les spirales de ce type signalent la présence de bébés planètes qui excitent le gaz créant des perturbations dans le disque en forme d'onde, un peu comme le sillage d'un bateau sur un lac. Dans la formation de planètes, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Le noyau agité de l'amas d'étoiles Western Lung 2 n'est pas un endroit pour former des planètes. L'emplacement est l'une des principales priorités des acheteurs de maisons neuves. Trouver une maison dans le bon quartier est un ingrédient clé pour une famille heureuse et prospère. Comme les familles à la recherche d'une maison, les planètes naissantes ont également besoin d'un emplacement approprié pour croître et prospérer. Les astronomes utilisant Hubble pour sonder le jeune amas d'étoiles géant Western Lung 2 ont découvert que les planètes résidant dans la ville centrale surpeuplée du système sont confrontées à un voisinage rude qui empêche la formation de planètes. Les observations de Hubble montrent que les étoiles de faible masse près du cœur de l'amas ne possèdent pas les grands nuages de poussière dense qui pourraient éventuellement devenir des planètes en seulement quelques millions d'années. Mais la vie est beaucoup plus facile pour les étoiles et les planètes à en devenir dans les banlieues d'amas, plus éloignées du centre dense. Hubble a détecté ces nuages formant des planètes encastrées dans des disques encerclant des étoiles dans ces quartiers. L'absence de nuages formant des planètes autour des étoiles proches du centre est principalement due à leurs voisins intimidateurs, des étoiles brillantes et géantes, dont certaines pèsent jusqu'à 80 fois la masse du Soleil. Leur lumière ultraviolette et leurs vents stellaires de particules chargées, semblables à ceux d'un ouragan, brûlent des disques autour des étoiles voisines de plus faible masse, dispersant les nuages de poussière géants. Comprendre l'importance de l'emplacement et de l'environnement dans le développement de la formation des planètes est crucial pour construire des modèles de formation des planètes et d'évolution stellaire. Situé à 20 000 années-lumière, Western Lung 2 est un laboratoire unique pour étudier les processus d'évolution stellaire, car il est relativement proche, assez jeune et contient une grande population stellaire. Solar Orbiter va traverser les queues de la comète Atlas. La mission Solar Orbiter de l'ESA va traverser les queues de la comète Atlas pendant les prochains jours. La sonde récemment lancée n'est pas encore supposée récolter des données scientifiques, mais les experts de la mission ont œuvré pour que 4 des instruments les plus pertinents soient allumés pendant cette rencontre unique. Une vue vers M106. La grande et belle galaxie spirale M106 se trouve sur la gauche de ce champ télescopique large de 2 degrés et particulièrement riche en galaxies. Il donne sur la constellation des chiens de chasse, non loin de la poignée de la casserole de la Grande Ourse. Également connue sous la référence NGC 4258, M106 mesure dans les 80 000 années-lumière et se trouve à 23,5 millions d'années-lumière de nous. Ces caractéristiques en font le principal membre du groupe Galaxie Canes 2. Si on connaît aussi précisément sa distance en dépit de son relatif éloignement, c'est grâce à l'émission Maser ou émission laser micro-ondes qu'elle produit naturellement. Extrêmement rare, l'émission Maser est due aux molécules d'eau de nuages moléculaires en orbite autour d'un noyau galactique actif. Juste en bas et à droite du centre de l'image, l'œil est attiré par une fine lame de lumière due à une autre galaxie spirale vue quasiment par la tranche, NGC 4217. La distance de cette dernière est connue avec nettement moins de précision, mais elle est estimée à quelques 60 millions d'années-lumière.
Les brillantes étoiles dardées d'aigrettes de diffraction se trouvent beaucoup plus proches de nous et font partie de notre propre galaxie, la Voie lactée. Songez qu'il y a 100 ans seulement, se posait encore la question de savoir s'il y avait quelque chose au-delà de la Voie lactée. Survol de la Terre par Bepi-Colombo. Le mois dernier, la sonde spatiale Bepi-Colombo est revenue près de la Terre, étape planifiée de son odyssée vers Mercure. Sur cette vidéo résumant 10 heures en 5 secondes, on voit la Terre émerger de derrière l'antenne à grand gain de la sonde spatiale. La Terre est si brillante qu'aucune étoile d'arrière-plan n'est visible. Lancé en 2018, Bepi-Colombo est revenu vers la Terre afin d'ajuster sa trajectoire. Il s'agissait de la première manœuvre d'assistance gravitationnelle et la seule concernant la Terre d'une série de 9 que la sonde devra accomplir dans les 7 ans qui viennent. Devant se placer en orbite autour de Mercure en 2025, Bepi-Colombo prendra des images de la planète la plus proche du Soleil et mesurera son champ magnétique afin de mieux comprendre les détails de la formation du système solaire et de sa première planète. La carène en perspective. Il faut être dans le sud et regarder vers le sud pour admirer un tel ciel. Et encore faut-il avoir de la chance avec les nuages lorsqu'on se trouve dans la bande intertropicale. Juste au-dessus de là, on ne peut pas rater l'impressionnante nébuleuse de la Carène, une des rares nébuleuses visibles à l'œil nu. Il faut disposer d'un ciel exceptionnel pour réussir à photographier la Carène avec une telle perspective et aussi bas sur l'horizon. La grande nébuleuse de la Carène, également connue sous la référence NGC 3372, abrite l'étoile furieuse variable Eta Carinae. Il connaît parfois des sursauts d'éclat tels qu'il lui arrive de devenir une des étoiles les plus brillantes du ciel. Au-dessus de la Carène, légèrement décalée sur la gauche, on trouve IC 2944, la nébuleuse de la Poule qui court. Il contient également d'impressionnantes condensations de poussière. Surplombant ces rougeoyantes nébuleuses par émission, on remarque les brillantes étoiles de la Croix du Sud, juste à la gauche de laquelle se trouve la nébuleuse du sac à charbon. Cette image est en fait une mosaïque de 6 prises de vue individuelles prises depuis Padre Bernardo au Brésil. Mais s'il a soigneusement planifié sa séance de prise de vue, l'astrophotographe s'est estimé heureux d'avoir pu échapper aux nuages qui arrivaient à l'horizon. La cavité stellaire LDN 1471. Quelle est la cause de cette insolite structure parabolique dénommée LDN 1471 ? Elle a été créée par une étoile en train de se former, vue sous la forme d'un point étincelant dardé d'aigrettes au foyer de la parabole. Cette proto-étoile produit des vents solaires qui interagissent avec le matériau environnant du nuage moléculaire de Persée, provenant à luminescence. La forme parabolique est due à l'agrandissement de la cavité au fil du temps. 2 structures additionnelles peuvent également être vues de chaque côté de la proto-étoile, ce qui en fait un objet de Herbig-Haro et sont là encore dus à l'interaction de jets puissants avec la matière interstellaire environnante. L'origine des stries sur la paroi de la cavité n'est pas clairement élucidée. Cette image a été prise par le télescope Hubble suite à une détection initiale par le télescope spatial Spitzer. La galaxie du Marsouin. Qu'est-il arrivé à cette galaxie spirale ? Il y a quelques centaines de millions d'années de cela, NGC 2936, la plus haute des 2 grandes galaxies présentées ici,
est certainement une galaxie spirale, tout ce qu'il y a de plus normal, tournoyant sur elle-même et engendrant des étoiles. Puis elle s'est trop approchée de la massive galaxie elliptique NGC 2937 et s'est mise à plonger vers elle. Surnommée galaxie du marsouin du fait de sa forme, NGC 2936 est non seulement déviée de sa course, mais aussi déformée par la forte interaction gravitationnelle. Un sursaut de jeunes étoiles bleues constitue le bec du marsouin. Si on prend un peu de recul, on peut imaginer les deux galaxies qui constituent l'ensemble également connu sous le nom de HARP 142, sous la forme d'un pingouin protégeant son œuf. Cette image de HARP 142, traitée de façon à révéler de nouveaux détails, a été prise par le télescope Hubble l'an dernier. HARP 142 se trouve à environ 300 millions d'années-lumière de nous dans la constellation de l'Hydre. D'ici 1 milliard d'années, les deux galaxies auront sans doute fusionné. Derrière Betelgeuse. Qu'y a-t-il derrière Betelgeuse? Étoile parmi les plus brillantes et les plus insolites du ciel terrestre, la supergéante rouge Betelgeuse se trouve dans la direction de la fameuse constellation d'Orion. Betelgeuse se trouve nettement à l'avant-plan du nuage moléculaire d'Orion. La lumière met un peu moins de 700 ans pour nous parvenir de Betelgeuse, mais environ 1300 ans pour arriver de la nébuleuse d'Orion. Sur cette image longue pause, des milliers d'étoiles de la Voie lactée apparaissent en arrière-plan, des grumeaux de poussière issus du nuage moléculaire d'Orion, ainsi que les lisières rouges brillantes de la nébuleuse par émission de l'anneau de Lambda Orionis. Betelgeuse a totalement retrouvé l'éclat qu'elle avait commencé à perdre il y a plus de 6 mois. En arrivant en fin de vie, elle devrait exploser en spectaculaire supernova d'ici 100 000 ans. L'Iride sur le barrage de Sec. D'où viennent toutes ces étoiles filantes? En termes de direction dans le ciel, la réponse pointe en direction de la Lyre. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces étoiles filantes d'avril portent le nom de l'Iride. Elles semblent très exactement provenir d'un point appelé le Radiant, situé dans la constellation de la Lyre. En termes de corps par an, les grains de sable qui se transforment en chaleur et lumière dans l'atmosphère terrestre proviennent de la comète Thatcher. Celle-ci suit une orbite bien définie autour du Soleil, et la portion de cette orbite qui s'approche de la Terre est superposée à la constellation de la Lyre. De ce fait, lorsque la Terre croise cette portion d'orbite, le radiant se trouve dans la Lyre. Sur ce montage, on peut remonter la trace de plus de 33 météores zébrant le ciel au-dessus de la retenue du barrage de Sec en République tchèque. On remarque également les brillantes étoiles Vega et Altaïr, la comète Jupiter et la bande centrale de la Voie lactée. Jupiter en infrarouge. En infrarouge, Jupiter enflamme la nuit. Les astronomes de l'observatoire Gemini North à Hawaï ont obtenu de saisissantes images infrarouges de Jupiter, en multipliant les prises de vue et en ne conservant que les meilleures, à la faveur du moment de calme dans la turbulence atmosphérique. Le rayonnement infrarouge traverse beaucoup mieux les nuages que la partie visible du spectre électromagnétique, ce qui permet d'avoir accès aux couches les plus profondes de l'atmosphère jovienne. Les bandes les plus sombres correspondent aux latitudes où les nuages sont les plus épais. Ces images combinées à celles prises par le télescope spatial Hubble et la sonde Juno peuvent nous en dire beaucoup sur la météo de Jupiter, notamment sur la manière dont se forment ces gigantesques anticyclones comme la Grande Tache Rouge. La guerre des galaxies, M81 contre M82. Depuis notre point de vue de la Voie lactée, nous sommes aux premières loges pour assister au combat gravitationnel intense qui oppose depuis des milliards d'années M81 et à M82, à quelques 12 millions d'années-lumière de nous.
dans la constellation de la Grande Ourse. La gravité de chaque galaxie affecte de façon majeure l'autre lors de leur frôlement qui chacun se déroule sur des centaines de millions d'années. Lors du dernier passage qui a duré 100 millions d'années, la gravité de M82 a probablement fait soulever des vagues de densité dans M81 à gauche, ce qui explique la richesse des bras spiraux de cette dernière. Mais M81 a elle-même parsemé M82 de vigoureuses régions de formation d'étoiles, tandis que ces nuages de gaz entrent en collision si énergétique que la galaxie a une puissance source X. D'ici quelques milliards d'années, il n'en restera qu'une. Le fleuve noir d'Antares. Un fleuve noir semble couler dans le ciel, prenant sa source un peu au-dessus de l'horizon pour déboucher sur les nuages hauts en couleur qui environnent la géante rouge Antares. En fait de fleuve noir, il s'agit d'une nébuleuse de poussière et d'hydrogène moléculaire masquant les étoiles situées à l'arrière-plan. Quant à la poussière environnant Antares, alpha du Scorpion, elle diffuse sa lumière sous la forme d'une insolite nébuleuse par réflexion orangée. Au-dessus d'elle, la double étoile bleue Rho Ophiuchus produit une nébuleuse par réflexion bleutée, couleur beaucoup plus classique, avec entre les deux des nébuleuses par émission rosée. L'amas globulaire M4 présente un aspect quasi ponctuel qui le fait ressembler à une étoile, en haut à droite d'Antares. Il se trouve beaucoup plus loin que les nuages colorés, à une distance estimée à 7000 années-lumière. Le fleuve noir est lui-même à quelques 500 années-lumière. La combinaison des différentes prises de vue nécessaires à l'élaboration de cette image révèle une dynamique de couleur et de brillance que l'œil humain n'est pas en mesure de percevoir. Prise aux premières heures du 31 janvier 2020, cette image a aussi capturé Mars, dont le brillant éclat se reflète sur l'ombre pure du bosque d'El Apache National Wildlife Refuge, Nouveau-Mexique. Plongez sur un récif cosmique. Vous allez voir une vidéo représentant la nébuleuse en émission NGC 2014 avec son amas d'étoiles ouvert, vu par Hubble. Ce voyage virtuel s'achève par une vue latérale de NGC 2020, révélant sa probable forme en sablier inspirée d'autres nébuleuses observées autour d'étoiles Wolf-Rayet et due à la symétrie axiale du motif d'éjection des couches extérieures. Valles Marineris, le Grand Canyon de Mars. Le plus grand canyon de tout le système solaire forme une large bande à la surface de Mars. Appelée Valles Marineris, la grande vallée s'étend sur plus de 3000 km de long, mesure jusqu'à 600 km de large et est profonde de 8 km.
En comparaison, le Grand Canyon sur Terre en Arizona, aux USA, fait 800 km de long, 30 km de large et 1,8 km de profondeur. L'origine de Valles Marineris demeure inconnue, bien qu'une hypothèse largement admise soutienne qu'il s'est formé suite à une fracture il y a des milliards d'années lorsque la planète s'est refroidie. Récemment, de nombreux processus géologiques ont été identifiés dans le canyon. La mosaïque ci-dessus a été créée à partir de plus de 100 images de Mars prises par les orbiteurs Viking dans les années 70. La lente érosion de la montagne mystique. La tête de ce monstre interstellaire est minée par une étoile qui le détruit lentement. En fait de monstres, il s'agit d'une série de piliers de gaz et de poussière qui mesurent plusieurs années-lumière de long. Quant à l'étoile, masquée par l'opacité du nuage, elle émet des jets de particules très puissants qui forment comme des cornes de part et d'autre de la minuscule tête. C'est ce qu'on appelle un objet de Herbig-Haro. De nombreuses batailles homériques de ce genre se livrent un peu partout dans la nébuleuse de la Carène. Ce sont d'ailleurs ces dernières qui gagnent à la fin, détruisant peu à peu, avec leur rayonnement et leur vent, les piliers de leur création en l'espace de quelques centaines de milliers d'années, et laissant la place à un nouvel amas ouvert d'étoiles. Cette formation, surnommée la montagne mystique, se trouve à environ 7500 années-lumière de nous, dans la nébuleuse de la Carène. Si les nuages qui la composent apparaissent très sombres du fait de la poussière dont ils sont chargés, ils sont en réalité essentiellement constitués d'hydrogène. Cette image a été réalisée grâce au télescope Hubble. La Voie lactée sur les neiges éternelles de l'Himalaya. Qu'y a-t-il de plus haut que l'Himalaya? Si la chaîne himalayenne rassemble les plus hauts sommets terrestres, elle ne se mesure pas à la Voie lactée, dont on peut voir ici la bande centrale. La tache la plus brillante à droite du centre de l'image, juste à côté de la nébuleuse obscure de la Pipe, est la planète Jupiter, tandis que le point orange en haut à droite est l'étoile Antares. L'auteur de cette photo a bravé des températures négatives et l'atmosphère raréfiée régnant au-dessus de 4000 mètres pour nous rapporter cette image. Il s'agit en fait d'une mosaïque de 8 prises de vue réalisées en l'espace de 3 heures, juste après le coucher du soleil en avril 2019, depuis le lac Bintang au Népal. Aurore polaire sur la Suède. Ces aurores polaires ont été photographiées en 2016, non loin d'Östersund, en Suède. Cette image est en fait un panorama sur près de 180 degrés, constitué de 6 prises de vue individuelles. Au premier plan, le lac Storsund. En arrière-plan, quelques constellations d'étoiles, dont la polaire, et la Lune en bas à gauche de l'arche aurorale. Celle-ci est apparue un jour après qu'un large trou coronal a fait son apparition dans la couronne solaire, permettant à des particules très énergétiques de se frayer un chemin à travers le système solaire. La couleur verte des aurores est due aux atomes d'oxygène ionisés récupérant des électrons dans la haute atmosphère. À la poursuite des rayons verts. Il n'est pas si difficile qu'on le pense d'observer le rayon vert. Il suffit par exemple de suivre un coucher de soleil sur un lointain horizon pour l'apercevoir juste au moment où le soleil disparaît à la vue. Le rayon vert est dû à la réfraction de la lumière solaire par l'atmosphère. Les longueurs d'onde les plus courtes sont beaucoup plus réfractées que les longues, les rouges. Et cette séparation de couleurs donne une coloration fluorescente au dernier vestige de l'astre du jour. On peut aussi observer dans les mêmes circonstances, non seulement au-dessus de la Lune, mais encore de Vénus et de Mercure. Dans ces derniers cas, il faut bien sûr disposer d'un télescope ou d'un téléobjectif pour en témoigner. Ces images ont été prises depuis la Sicile le 18 mars 2019 pour le Soleil, le 8 mai 2020 pour la Lune
et le 24 mai de la même année pour Vénus et Mercure. Dans les autres nouvelles du mois, on peut citer la réussite de la capsule Dragon de SpaceX pour son lancement et son arrimage à la station internationale. La bande d'annonce du mois de juin. Le jeudi 4, Mercure en plus grande élongation. Le vendredi 5, pleine lune. On peut citer aussi une éclipse de lune partielle, mais visible uniquement en Afrique. Le mardi 9, rapprochement Lune-Jupiter-Saturne. Le samedi 13, dernier quartier. Le vendredi 19, conjonction de Lune-Vénus à 3 degrés. Le samedi 20, solstice d'été. Le dimanche 21, nouvelle lune, éclipse annulaire en Asie et en Afrique, avec un faible temps de 38 secondes. Le samedi 27, maximum des Boutides, et le dimanche 28, premier quartier. Merci de m'avoir écouté et on se revoit sans doute au club le mois prochain.